Je m'appelle Nadine, j'ai 67 ans et je vais te dire que le plus grand cadeau que ma fille pouvait jamais me donner était ma mort. On était dans sa cuisine, la cuisine que j'avais aidé à meubler, dans la maison dont j'avais payé l'hypothèque pendant 8 ans. Elle était fâchée à propos de l'argent, ou peut-être elle était fâchée à propos de moi. Je suis toujours pas tout à fait sûre. Ce que je sais, c'est qu'elle me regardait directement dans les yeux et elle a dit ces paroles. Et quelque chose en moi a cassé d'une façon que je ne savais pas qu'on pouvait casser le cœur d'une mère. Je m'appelle Nadine. Je vais te dire à propos de la semaine qui a suivi, parce que ça a changé tout, pour elle, pour moi, et pour ce que je pensais l'amour était censé être. J'avais été élevant ma fille Renée à croire que la famille s'occupe de la famille, que tu sacrifies, que tu donnes jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal parce que tu l'aimes. Et cet amour est censé être plus grand que la douleur. J'ai vécu cette croyance pendant 38 ans. Tout ce que j'ai fait était construit dessus. Mon ex-mari a quitté quand Renée avait 4 ans. Elle ne se souvient probablement pas beaucoup des premiers jours, mais moi, je fais. Je me souviens de travailler 2 emplois, 3 emplois parfois. Je me souviens des nuits que j'ai pleuré dans ma voiture pendant les pauses déjeuner. Je me souviens de choisir entre réparer son vélo ou réparer le toit qui fuyait. Mais j'ai choisi elle, toujours elle. C'était le marché que j'avais fait avec moi-même, que tant que je respirais, elle ne sentirait jamais ce que ça voulait dire de ne pas avoir assez. Quand Renée a eu 28 ans, elle a épousé Marc. Il était charmant et ambitieux, et pendant un moment, je pensais peut-être enfin je pouvais me reposer. Je pensais peut-être mon travail était fini. Mais il s'avère que le travail d'une mère n'est jamais fini, pas si elle aime comme j'aime. Renée et Marc voulaient acheter une maison. Le timing était mauvais, les taux d'intérêt étaient élevés, le marché était brutal. Ils n'avaient pas assez pour un paiement initial. Donc, je leur ai donné ce que j'avais, 50 000 €, mon épargne retraite. Je me suis dit que c'était un investissement dans son avenir, et je le pensais, absolument je le pensais. Mais 50 000 n'étaient pas assez. Ils avaient besoin que les paiements hypothécaires soient couverts, 2 200 € par mois. C'était raide pour eux. Marc faisait un argent décent, mais ils avaient des habitudes chères. Nouvelle voiture, l'école privée pour les enfants, restaurant tous les autres soirs. Donc, j'ai commencé à couvrir la différence. Juste jusqu'à ce qu'ils se mettent sur leurs pieds, j'ai dit. Juste temporairement. C'était il y a 8 ans. J'ai aussi aidé avec l'assurance voiture. La sienne était chère à cause d'un petit accident qu'elle avait eu, et elle était frustrée du coup. J'ai dit « Ne t'inquiète pas, je vais le gérer ». C'était 230 € par mois, assez petit que je ne pensais pas beaucoup à ce sujet. Juste une autre ligne sur ma carte de crédit. Puis est venue la boulangerie familiale. Renée avait toujours rêvé d'en ouvrir une. Elle avait du vrai talent, le genre qui faisait que les gens ferment les yeux quand ils mordaient son pain. Quand elle m'a approchée à ce sujet, j'ai vu quelque chose en elle que je n'avais pas vu en années. J'ai vu la passion. J'ai vu une version d'elle qui n'attendait pas que quelqu'un d'autre la rende heureuse. Donc j'ai investi 120 000 €. J'ai dû prendre une 2e hypothèque sur ma propre maison pour le faire, mais je l'ai fait. La boulangerie avait le nom de Renée dessus, mais mon argent était en dessous, la tenant.
Mon nom était sur le bail parce que le propriétaire voulait la sécurité. Mon nom était sur les papiers de partenariat parce que René n'avait pas le crédit pour le tenir sous scrutin. Pendant 1 an, peut-être 2, la boulangerie a bien fait. René était là avant l'aube, tirant le pain des fours. Elle était heureuse. Je travaillais à temps partiel dans une cabinet juridique, un emploi que j'avais gardé pendant 30 ans, et j'aidais le week-end. On parlait de l'expansion, à propos d'ouvrir peut-être une 2e localisation. Je me sentais comme je voyais finalement mes sacrifices payés. Et puis l'argent a commencé à manquer. La pandémie a d'abord frappé, a pris un morceau. Puis les changements économiques. Puis l'attention de René a commencé à dériver. Elle a commencé à manquer les quarts de matin. Elle a amené Marc pour aider avec les finances et il a pris les décisions chères. La boulangerie a commencé à perdre l'argent. Tout le temps, je couvrais toujours sa maison. Je couvrais toujours son assurance voiture. Je montrais toujours pour le faire fonctionner d'une façon ou d'une autre. Au moment où elle a dit ces paroles à moi, j'étais 70 000 € en dette au-delà de ma propre hypothèque. Je travaillais 2 jours par semaine au lieu de 5 parce que je ne pouvais pas gérer plus. Ma retraite, qui devrait avoir été facile et tranquille, s'était transformée en un calcul soigneux de chaque euro que je pouvais gratter ensemble pour la garder à flot. On argumentait à propos de l'argent. Elle voulait que je co-signe un prêt commercial pour la boulangerie, un substantiel. J'ai essayé d'expliquer que je ne pouvais pas, que j'étais déjà trop étirée, que mon crédit était foutu, que je n'avais rien de plus à donner. Et elle est devenue fâchée. Elle a dit « Tu m'as jamais juste laissé échouer, maman. Tu es toujours là, essayant de réparer tout. C'est épuisant, tu es épuisante. » Et j'ai essayé d'expliquer. J'ai dit « Je fais ça parce que je t'aime. » Et c'est à ce moment qu'elle l'a dit. Le plus grand cadeau serait juste si tu mourais. Elle ne l'a pas crié. C'est ça qui le rendait pire. Elle l'a dit tranquillement, comme si elle y avait pensé pendant longtemps. Comme si c'était une demande raisonnable. Comme si elle disait juste une vérité qu'elle avait tenue. J'ai quitté sa maison ce jour-là et je n'ai dit un mot. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit à la maison et je me suis assise dans mon allée pendant 4 heures. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais au-delà du pleurer. Je pense que j'avais atteint un endroit où quelque chose de fondamental avait cassé et tout ce qui restait était une sorte de clarté. Quand j'ai finalement entré, j'ai pris une décision. Elle voulait que je meure, donc je vais. Pas de la manière qu'elle voulait dire, bien sûr, mais de chaque manière qui importait pour elle, de chaque façon qui voulait dire l'argent, le soutien, la sécurité ou la stabilité. Je vais devenir un fantôme dans sa vie, une femme qui l'avait aimée et puis avait simplement cessé d'exister. Ça m'a pris 2 semaines à l'orchestrer. 2 semaines de coups de téléphone et de paperasse et de documents légaux. 2 semaines où j'ai mené ma vie quotidienne tout en faisant la chose la plus intentionnelle que j'avais jamais faite en dehors de l'élever. D'abord, j'ai appelé la compagnie hypothécaire. Je les ai informés qu'effectivement, immédiatement, je n'étais plus me faire les paiements sur cette hypothèque. La maison était dans nos 2 noms. René et Marc avaient d'accord de la prendre, avaient promis qu'ils vont. C'était leur maison maintenant. Laisse-les la payer. La femme sur le téléphone a dit « Madame, tu es sûre à ce sujet ?
Ça va endommager ton crédit. J'ai dit, je suis sûre. Ensuite, je suis allée à la banque et j'ai retiré mon investissement dans la boulangerie. J'avais le laissé là, la laissant opérer, parce que j'aimais ma fille et je croyais en son rêve. J'ai appelé mon avocat et j'ai initié les papiers de dissolution de partenariat. René aurait besoin de m'acheter ou la boulangerie serait liquidée. J'ai mis le prix à ce que j'avais mis, 120 000 €. Je lui ai donné 1 mois pour trouver ça. Elle ne pouvait pas. Puis j'ai appelé et j'ai annulé l'assurance voiture, juste comme ça. La voiture était dans nos 2 noms. Pas d'assurance. Mon nom s'est présenté de tout. Je suis allée au propriétaire et j'ai expliqué que j'étais en se retirant du bail. Le bail de la boulangerie était à mon nom. J'ai trouvé un nouveau locataire et commencé le paperasse. La boulangerie avait 90 jours et puis j'ai commencé à emballer. J'ai loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Une chambre, une cuisine, un salon. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne pouvais pas m'offrir beaucoup sur mon salaire de paralégal, mais j'avais vécu au-delà de mes moyens depuis si longtemps que même ça se sentait calme et gérable. J'ai contacté mon employeur et demandé de revenir à temps plein. La nuit avant de partir, j'ai écrit une lettre. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai versé 8 ans dans les paroles. Chaque paiement hypothécaire mensuel, chaque prime d'assurance voiture, chaque sou passé sur la scolarité des enfants de ça, les vacances familiales, l'aide à travers les urgences, chaque euro que j'avais investi dans cette boulangerie, chaque sacrifice documenté. J'ai fait des copies de chaque chèque annulé, chaque confirmation de paiement, chaque reçu. Je les ai mis dans une enveloppe avec les papiers de dissolution de partenariat et la notification formelle que je ne fournirais plus aucun soutien financier. Et je l'ai laissé sur sa table de cuisine. Puis j'ai conduit à mon appartement et j'ai disparu. La compagnie hypothécaire l'a appelé dans les jours. Le paiement était en retard. La banque regardait déjà les procédures de forclusion. Marc l'a crié, exigeant que j'explique ce que j'avais fait. J'ai raccroché. Le propriétaire de la boulangerie lui a remis un avis. Le bail se terminait. Elle avait 90 jours. La banque est venue après elle pour le prêt à la boulangerie qu'elle et Marc avaient décroché. L'intérêt grimpait. Et puis Marc a quitté. Il a emballé un sac et a dit qu'il se serait marié avec une femme qui hériterait éventuellement l'argent, pas une qui s'effondrait financièrement en temps réel. Il a dit qu'il la verrait quand elle avait remis sa vie ensemble. Elle m'a appelé en pleurer. Elle m'a appelé tous les jours pendant 3 semaines. Elle s'est présentée à mon immeuble d'appartement et je ne répondrai pas la porte. Elle m'a envoyé des emails que je n'ai pas lus immédiatement. Elle a eu ses amis me contacter. Elle a dit aux gens que je l'avais abandonnée, que j'étais une mère cruelle et sans cœur, qu'elle n'avait rien fait pour mériter ça. Et je suis restée tranquille. Et je suis restée partout. La maison est allée à la forclusion. Elle et les enfants ont emménagé avec un ami pendant un moment. La boulangerie a fermé. Elle ne pouvait pas trouver l'argent pour m'acheter, et je ne bougeais pas. La voiture a été reprise. Elle devait prendre le bus. J'ai regardé ça se passer de loin. Je savais que c'était se passer.
Je ne me sentais pas la satisfaction que je pensais je me sentirais. Je me sentais fatiguée. J'ai senti comme j'avais finalement mis quelque chose que j'avais porté pendant des décennies, et maintenant j'étais juste vide. Ça a pris 6 mois pour elle de venir me voir. Elle regardait différente, plus ancienne, comme si elle avait été portant les pierres dans ses poches. Elle est venue à mon appartement un mardi et elle a demandé si elle pouvait entrer, et j'ai dit oui. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle n'avait pas compris ce que je faisais pour elle, pas jusqu'à ce que c'était parti. Elle a dit qu'elle pensait que l'argent juste apparu parce qu'il toujours fait. Elle pensait qu'elle pouvait dire les choses terribles et je serais toujours là, toujours donnée, toujours sacrifiée, parce que c'est ce que les mères font. Et elle avait raison, c'est ce que j'avais enseigné, c'est ce que j'avais modelé. Mais j'ai aussi dit quelque chose ce jour-là. J'ai dit « Je t'aime, René, je vais toujours t'aimer. Mais je ne peux pas me mettre en feu pour te garder au chaud plus longtemps. C'est pas l'amour, c'est pas comment l'amour fonctionne. L'amour, c'est savoir la différence. » On a eu une relation depuis. C'est différent maintenant. J'aide quand je peux, mais à mes conditions. J'ai des limites. Elle sait ce qu'elle peut demander pour et ce qu'elle ne peut pas. Et quand elle pousse, je ne cède pas. Je dis non. Et le monde n'a pas fini. Elle a construit une nouvelle vie. Ce n'est pas celui qu'elle avait quand je la portais. Mais c'est hers, c'est réel. C'est quelque chose qu'elle sait qu'elle a gagné. Je suis 74 maintenant. Je travaille toujours, mais je prévois de vraiment retraite l'année prochaine. J'ai un petit compte d'épargne à nouveau. J'ai l'argent pour moi. J'ai une vie tranquille et la plupart des jours, je suis reconnaissante pour ça. Les gens me demandent parfois si je le regrette, si je regrette de faire un geste si dramatique, si je regrette de la blesser si profondément pour lui enseigner une leçon. Et je vais être honnête, parfois j'ai. Parfois je pense aux façons plus gentilles, j'aurais pu le gérer. Parfois je souhaite que j'avais eu la sagesse, alors que j'ai maintenant, pour établir les limites sans disparaître complètement, pour l'aimer sans me détruire. Mais je ne regrette pas apprendre la différence entre l'amour et l'autosuffisance. Je ne regrette pas lui enseigner que les cadeaux ne devraient pas casser la personne qui les donne. Je ne regrette pas apprendre que j'importe aussi. C'est la chose que personne ne te dit à propos de la maternité. Ils te disent à propos des sacrifices et de la joie et les façons ton cœur va s'élargir pour tenir une autre personne. Mais personne ne te dit qu'il y a une ligne et quand tu la croises, tu arrêtes d'être une mère et tu commences à être une victime. Et être une victime n'est pas l'amour, c'est juste souffrir. Elle a souhaité que je suis mort, donc j'ai. Pas pour elle, mais pour moi. Et quand je suis revenue à la vie, c'était comme quelqu'un qui avait finalement compris ce que ça voulait dire d'être vivant.